On quitte Justine Morlin et ses montagneries, direction les Chavants. La fondatrice de Mont Blanc Ferme Péda nous attend. Elle veut redonner à l'agriculture en vallée de Chamonix tout son pouvoir. Voici comment et pourquoi. Attendez, il faut que je lève la jambe. Hop, là, un petit bébé chouchou. Ah oui, il faut que je me mette là plutôt. Attends. Hop, hop. Là, comme ça. Oui, il est pas gros ce petit bébé là. T'as vu son petit œil noir? Et puis là, c'est le cordon ombilical qui est en train de sécher doucement. Bonjour, moi c'est Daphné Yatropoulos et du coup je suis géographe et j'ai fait partie de l'équipe qui a monté l'association Mont Blanc Ferme Péda, qui est une association qui a pour but de recréer du lien entre les agriculteurs, les producteurs et le grand public. L'association elle va avoir bientôt 3 ans et on est une équipe de filles qui se posent des questions, qui font des visites dans les fermes et qui font aussi de l'éco-pâturage. J'ai fait des études de géographie et en fait la géographie c'est vraiment l'étude des sociétés et quand on étudie une société, en fait, on en revient toujours à la même chose. N'importe quelle société est basée sur de l'alimentation et il n'y a aucune structure qui est viable sans une alimentation. Et du coup, tout revient toujours à l'agriculture. À partir de la nourriture, en fait, on touche tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer. Il est simple, il est palpable et je trouve que c'est le meilleur moyen pour faire réfléchir les gens. Parce que quand on fait du fromage, on a du petit lait, il faut le donner au cochon, ça va ensemble. Donc on a toujours mangé du saucisson avec du fromage. C'est un équilibre et ça boucle la boucle. Enfin, voilà, j'essaie juste de remettre tous ces paramètres pour que les gens comprennent que l'alimentation, c'est pas quelque chose qui vient du supermarché. C'est vraiment toute une histoire. On a 2 gros pôles, c'est une partie visite de ferme. Donc là, on a fait des partenariats avec les fermes. On va chez les agriculteurs, on regarde ce qu'ils font au quotidien et on essaye de présenter ce qu'ils font. Donc l'agriculture, il y en a des milliers de formes différentes et chacun vit son élevage à sa manière. Nous, on essaye de juste observer ce qui se passe, redonner le message et rester objectif et expliquer qu'il y a une diversité immense dans les productions. Ensuite, ça c'est vraiment la partie visite de ferme, donc ça se passe en journée ou à l'heure de la traite. À l'heure de la traite, on va proposer un repas avec les produits qui sont produits dans la vallée de Chamonix. Là, on a fait des raclettes tout l'hiver et concrètement, on est les seuls à prendre la raclette locale et à refaire avec les patates locales, le saucisson local. Enfin voilà, c'est vraiment que des produits de la vallée. Voilà, ça c'est la partie visite de ferme et l'autre partie c'est ce qu'on appelle la partie éco-pâturage. Donc on a dit pâturage ciblé et micro-pâturage parce qu'en fait on a voulu faire de l'éco-pâturage qui n'a pas été proposé par l'agriculteur de base. Donc c'est exactement la même chose que ce qui se passe partout en France en faisant de l'éco-pâturage. On prend un troupeau, on vient le mettre sur des parcelles qui sont souvent des parcelles publiques, urbaines, etc. Sauf que les contraintes qui font qu'il n'y a que certaines parcelles qui sont pâturées, c'est souvent que les parcelles sont trop petites pour accueillir des gros troupeaux, ou alors qu'il peut y avoir certains dangers, pas facile d'amener de l'eau. Bref, nous, on a essayé d'aller sur toutes ces parcelles-là, où en fait l'agriculteur, lui, tout seul, il va pas y aller parce qu'en fait, c'est pas rentable, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Et nous, on considère en organisant autrement le pâturage, on peut venir avec que 2 ou 3 bêtes et quand même pâturer, donc valoriser ces espaces. Par exemple, on a été dans des hôtels, il y a des milliers de visiteurs à Chamonix qui viennent dans des hôtels, il y a des milliers de gens qui ont vu 2 chèvres tout l'été devant l'Alpina au centre-ville. Et ça a un gros impact sur la mentalité des gens, puis ça a remplacé une tondeuse pendant tout l'été aussi. C'est déjà ça. Là, on est chez Eddy et Géraldine Battendier qui ont du coup un élevage en lait et viande en brebis. Ici, dans ce bâtiment, c'est là où ils font la transformation laitière. Il y a un deuxième bâtiment. Ils ont du coup les chiens de protection aussi qui sont là pour protéger le troupeau, notamment l'été, contre les attaques de loups, parce que nous avons plein de loups dans la vallée de Chamonix. Voilà, c'est un gros défi pour les agriculteurs. C'est pour ça que là, ils ont 14 chiens de protection pour toutes leurs bêtes. Ils ont 200 bêtes dans l'autre bâtiment, donc c'est quand même ça reste des petits troupeaux pour ce qu'il y a ailleurs en France. Eux, ils sont capables de produire la quantité totale de leur fourrage, donc tout est fait à Chamonix. Et donc l'été, pour préserver le fourrage en bas, on est obligé de monter les mettre en alpage. Et quand on arrive en alpage, il y a la prédation. Et jusqu'à il y a quelques années, on n'avait plus de loups dans nos montagnes. Le loup revient notamment parce que
on s'est rendu compte que sans le loup, les autres espèces créent des maladies, type la brucellose ou la fièvre porcine qui touche aujourd'hui notamment les sangliers. On a très peur qu'elle arrive sur les cochons et ben voilà, c'est aussi pour ça qu'on laisse revenir ce prédateur pour qu'il rééquilibre les différents individus. Voilà, donc on a plus ou moins cherché dans les sphères en haut en France à rééquilibrer les espèces en laissant le loup revenir, mais les agriculteurs, eux, ils sont au quotidien du coup avec des troupeaux et jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de solution pour se protéger du loup. Une des solutions, c'est donc les chiens, et c'est loin d'être facile au quotidien. Je pense qu'il y a des massifs comme le Vercors ou les Pyrénées où ça fait longtemps qu'ils sont confrontés et du coup ils ont commencé à s'adapter. Nous on est encore au début de la démarche et on a notamment le projet Entre Chiens et Loups de WWF qui va aider les éleveurs et il y a d'autres éleveurs comme Eddy et Géraldine Battendier ici qui n'ont pas d'aide de bénévoles et qui ont des attaques. Là ils parlaient d'une vingtaine d'attaques cet été, c'est beaucoup de bêtes qui sont perdues, c'est très impactant même psychologiquement pour eux, c'est dur à vivre et puis il y a aussi tout l'humain aussi derrière ça parce que finalement l'État a proposé des indemnisations et ce qu'il nous disait c'est que en fait quand on envoie un message en disant y a ma bête qui est morte et que le gars lui dit non mais moi je veux le voir de mes yeux sinon je te crois pas, en fait c'est difficile à vivre, donc du coup il doit remonter pour aller revoir la bête pour prouver que c'est bien lui, qu'il a pas menti, qu'il s'est fait attaquer, tout ça en fait c'est éprouvant même psychologiquement. Je pense que le chemin est encore long pour apaiser toutes les tensions, mais déjà d'en parler, d'expliquer l'intérêt aussi du loup pour nous tous, pour la santé publique, et puis aussi de comprendre réellement qu'on a beau être content que le loup revienne pour certaines choses, c'est vraiment difficile à gérer. Et il n'y a pas de solution miracle, donc si on les aide pas et qu'en plus on les critique derrière, c'est encore plus dur, quoi. Une des raisons pour laquelle Géraldine et Eddy ils sont contents que je vienne ici, c'est parce que j'en parle à tout le monde. Je parle du loup, je parle du piétinement, donc les champs qui sont écrasés par les gens. Et vraiment, je pense que j'ai pas de chiffres, j'aimerais bien un jour en avoir, mais je pense que sur les 200 personnes qui passent dans un mois à la ferme, il y a une énorme majorité qui n'ont jamais pensé que quand ils traversaient un champ, ils écrasaient la nourriture des animaux et ils la polluaient, ils leur donnaient des maladies. Enfin, jamais ça leur a traversé l'esprit parce que juste aujourd'hui, en France, on n'a pas de système qui diffuse ces informations. Et si on va pas les chercher, on les a pas. Et moi, justement, c'est aussi pour ça que je juge personne et que je me dis, en fait, avant de critiquer, on pourrait déjà passer l'information, trouver un moyen pour que les gens aient accès à l'information. Et après, une fois qu'ils ont l'information, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas envie de se comporter le mieux possible, en fait. Et malheureusement, l'agriculteur, ça lui paraît tellement logique qu'en fait, au bout d'un moment, juste on perd patience. On va leur crier dessus, genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends pas? Et en fait, non, il comprend pas, parce qu'il sait pas. Et c'est un peu la problématique, c'est du coup, eux, ils sont fatigués aussi de cette incompréhension. Ils comprennent pas comment nous, on peut être autant déconnectés. C'est quand même vraiment le but de l'association, c'est d'avoir pu donner un peu la parole à ces agriculteurs, mais sans leur donner en fait leur responsabilité de le faire eux-mêmes. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez vu, Eddy il vient, il vérifie que les brebis ça va, qu'ils sont en bonne santé, qu'il va y avoir assez à manger, que en fait déjà ça c'est énorme comme travail. Je pense que vous n'avez jamais entendu un agriculteur qui dit qu'il s'ennuie. Enfin, clairement, c'est pas des métiers où on s'ennuie. Et quand on vient encore leur donner la responsabilité d'expliquer aux gens leur métier et pourquoi ils doivent faire attention à eux, en fait, au bout d'un moment, on leur demande tout. C'est trop. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de proposer une solution alternative en disant l'association, elle peut peut-être au moins prendre ça en charge. On prend cette partie pédagogie en charge, on les libère de ça. Et en même temps, si les gens peuvent venir à la ferme, ils auront plus envie d'aller acheter le fromage local. Donc aussi, ça fait marcher l'économie. On les rémunère pour ça aussi. Dans les groupes de visiteurs, on a souvent une partie de touristes et une partie de locaux. Je pense qu'il y a des choses que les locaux savent parce que le combat des rennes, ils le voient chaque année. Par exemple, j'explique souvent pourquoi le petit bus qui se balade au centre de Chamonix s'appelle le mulet, parce que c'est les mulets qui ont développé le tourisme à Chamonix. Et ça, en fait, souvent ils le savent pas. Et j'espère qu'on a des choses à leur apprendre, parce que sinon on n'aurait rien à faire là. Donc je pense qu'on a plein de choses à leur faire découvrir aussi. On a même peut-être des outils pour leur faire apprécier encore mieux leur territoire, parce qu'il y a une super belle histoire et il y a plein de choses à voir de super intéressants. Des produits aussi sûrement à découvrir. Donc je pense qu'on a plein de choses à leur apporter. À tes souhaits. Ils sont tous malades, c'est l'hiver.
Aujourd'hui, pour moi, à Chamonix, on a plus ou moins prouvé que ça pouvait marcher. Et en fait, la grande question, c'est est-ce qu'il y a d'autres territoires en France qui pourraient aussi avoir ce service, notamment, par exemple, la Clusaz, à côté de Genève, les Carreaux d'Arrache, les Contamines, qui nous ont plus ou moins déjà fait des demandes sur certains sujets en disant pourquoi vous venez pas le faire ici. Notre nouveau défi, c'est qu'on va accompagner une ferme sur la transformation laitière. Donc à Valorcine, on va monter très régulièrement pour aller les aider sur la partie transformation laitière. Ce qui, moi, me paraît être super intéressant, parce que ça permet à toute l'équipe de vraiment vivre la réalité agricole. Donc du coup, ça, c'est chouette, mais ça va aussi nous prendre quand même pas mal du temps au printemps. Après, on a quand même un bon défi de laine, parce que du coup, le gros sac de laine qu'on voit là, donc c'est que de la laine qui est jetée. Et donc, on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle des produits dérivés, donc de valoriser en fait la laine qui est produite à Chamonix. On a lancé plusieurs idées, on a fait des petits moutons que les gens peuvent acheter, et ils font des boudins de laine, ils rentrent à l'intérieur des petits trous, puis ça fait un petit mouton en laine tout mimi. Donc ça, voilà, c'était notre première chose. On va essayer de faire des petits tableaux, pareil, avec de la laine. Et puis le partenariat avec Icebreaker. Voilà, on a essayé de travailler sur cette laine et sur toute la réflexion qu'on peut avoir autour de cette laine qui est aujourd'hui brûlée, qui est quand même une grosse problématique en France. Alors que c'est les meilleures fibres qu'on peut utiliser pour notre peau, même au niveau technique, c'est extraordinaire. Voilà, c'est le meilleur isolant qu'on connaisse. Voilà, mais aujourd'hui, ça part à la déchetterie. 90% de la laine française part en déchetterie. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont me dire « mais tu fais quoi, toi? Ça rapporte de l'argent, ça? À quoi ça sert? Pourquoi tu fais pas du ski comme tout le monde? C'est quand même plus simple, non ?» Oui, je pense qu'on est quand même dans un territoire où il y en a un peu qui froncent les sourcils. Hein. Tu fais une association? Quoi? C'est quand même un truc qui peut perturber. Un petit coucou à Juliette. Je ferai un petit coucou à Juliette qui est une fille qui travaille à Paris dans un fonds d'investissement agricole et qui est venue à Chamonix en télétravail pour 3 mois et qui m'a contactée au début pour faire un podcast. Et finalement, elle est dans nos bureaux tous les jours maintenant et moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Je me suis même dit qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent. Parce que du coup, un fonds d'investissement agricole, c'est plus ou moins regarder des gens comme ça, mais depuis Paris. Donc en fait, on les voit pas bien. Et là, je trouve que c'est magique de la voir, elle, dans mes bureaux, avec une interaction avec l'équipe. Et elle apporte énormément de choses. Et elle vient voir la ferme et elle comprend énormément de choses qu'elle ne pouvait pas avoir de là-bas. Et je trouve ça super riche. Et ouais, c'est super intéressant de pouvoir cohabiter, quoi. Voilà, petit coucou à Juliette. Merci d'avoir fait partie de l'équipe. Je pense que ça nous apporte beaucoup.